Bonjour Monsieur Randria, donc responsable communication de l'entreprise Latitude. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter succinctement ce que propose votre entreprise? Donc complètement Latitude, on est une start-up qui développe un micro-lanceur français à Reims qui est dédié à envoyer des petits satellites dans l'espace. Voilà pour le speech très rapide. On est à peu près 130 personnes aujourd'hui, donc on a beaucoup grossi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et puis on a aussi une zone d'essai qui a été ouverte à l'aéroport de Vatry. Donc on a vraiment un véritable projet industriel qui s'est mis en place autour de Latitude. C'est pas seulement un projet technologique, on ne développe pas seulement, non, on cherche à produire des lanceurs à une cadence régulière. On souhaite quand même atteindre les 50 lancements par an, donc c'est pas négligeable, ça nécessite une production en série en fait, comme on produirait une automobile, et c'est vraiment tout l'objectif de Latitude, pouvoir industrialiser l'industrie des lanceurs en fait. Et dans le milieu des micro-lanceurs, nano-lanceurs, qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents ou en tout cas d'autres entreprises qui pourraient proposer des choses similaires? Oui, en fait, c'est intéressant. En fait, on est assez complémentaires des offres qui sont présentes aujourd'hui. Je pense au rideshare de SpaceX et ainsi de suite, ou même les plus petits lanceurs comme ISAR, comme RFA et ainsi de suite, qui sont plutôt sur la tonne en termes de charge utile. Nous, on est sur 200 kg sur la configuration de Zephyr. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas en fait sur les mêmes marchés, on n'est pas sur les mêmes clients. Nous, on est plutôt sur les nanosatellites, donc vraiment la plus petite classe de satellites, et on a un lanceur qui est véritablement dédié à eux. C'est-à-dire que quand ces clients-là vont aller sur des lanceurs plus lourds, ils ne vont pas être le client principal. Nous, notre idée, c'est vraiment d'avoir une fusée qui est dédiée à eux. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à la produire régulièrement, rapidement. C'est pour pouvoir systématiquement avoir un lanceur disponible pour leur mission. Vous avez fait aussi un choix qui est un petit peu audacieux, c'est de développer votre propre moteur. Qui plus est, avec une grosse partie d'impression 3D, de fabrication additive. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous en arrivez à être satisfait de l'avancement de votre moteur? Oui, alors le choix, en fait, il a été réalisé dès le début de l'entreprise, en fait. Tout simplement, c'était toujours la logique de projet industriel. Le gros enjeu de Latitude, c'est pas vraiment de développer un lanceur, c'est de produire 50 unités par an un lanceur. Ça, c'est vraiment le gros enjeu. Et l'impression 3D, en fait, était à point nommé pour ça, parce que si on n'avait pas d'impression 3D, voilà, on a 7 moteurs sur le premier étage, 50 lancements par an, ça fait des centaines et des centaines de moteurs qui doivent sortir chaque année de l'usine. Le faire de manière traditionnelle, ça allait être assez compliqué pour être honnête. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur de l'impression 3D pour venir scaler cette production et pour pouvoir aussi permettre de faire des choses qui n'auraient pas été possibles avec de l'usinage traditionnel. L'impression 3D permet pas mal de géométrie en fait qui ne sont pas réalisables dans les conditions de fabrication qui existaient auparavant dans le spatial. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, avoir quelque chose qui soit rapidement produisible, et ensuite aussi pouvoir avoir un moteur qui est véritablement adapté à la taille de notre micro-lanceur. Parce qu'on est quand même sur le lanceur qui est, si je ne me trompe pas, l'un des plus petits, voire même le plus petit, non seulement en termes de classe, mais aussi en termes de hauteur et ainsi de suite, de diamètre, etc. Donc il nous fallait véritablement un moteur qui soit totalement adapté à la réalité de ce lanceur. Et enfin, dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais si on veut suivre vos actualités, en plus d'aller sur votre site, donc Latitude, par quel biais pour le grand public, c'est le plus simple d'avoir des informations sur vos dernières actualités? Honnêtement, je pense que le plus simple, c'est sur LinkedIn. C'est là où on est le plus actif. Je pense que LinkedIn, de manière générale, pour l'industrie spatiale, c'est le réseau numéro 1, en tout cas côté professionnel. Après, bien sûr, il y a Twitter. Twitter, on est aussi pas mal présent, mais je dirais, grosso modo, c'est deux réseaux, LinkedIn, Twitter. Et puis, les événements, on est très régulièrement présent sur les événements, donc n'hésitez pas, quand vous voulez nous voir, c'est avec plaisir, vous pouvez nous arrêter. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. On invite donc tous nos auditeurs et auditrices ou spectateurs à venir suivre vos actualités. On vous souhaite plein de réussite pour la suite et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Isnard, donc vous êtes fondateur avocat de Space Advocates. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement votre entreprise et sa mission? Alors, merci beaucoup pour ces quelques questions. Alors, Space Avocat, qu'est-ce que c'est? C'est la première pratique juridique, c'est le premier cabinet d'avocats qui est intégralement dédié aux activités spatiales.
L'objectif, si vous voulez, c'était de donner à l'industrie spatiale un service juridique, réglementaire, qui était vraiment adapté à ses besoins. Parce que je me suis rendu compte, en commençant ma carrière d'avocat, que l'industrie spatiale, elle a des contraintes très particulières, du fait du risque, du fait du contrôle de l'État, qui est quand même important sur les activités, ne serait-ce que pour la sécurité. Et donc tout ça, ça induit un impact assez fort sur notamment tout ce qui est contrat, tout ce qui est licence, etc. Et il n'y avait pas, jusqu'à l'heure actuelle, de structure qui proposait justement un service juridique, un accompagnement complet pour ces industries-là, dédié à cette industrie-là, et qui connaît vraiment le quotidien de ces industries particulières. Actuellement, vous travaillez exclusivement avec des entreprises françaises et ou européennes, ou est-ce que vous pouvez proposer vos services plus largement parce que les droits de chaque pays sont très différents, et notamment sur des questions spatiales. Comment vous avez, pour le moment, déterminé ce périmètre ? Vous avez tout à fait raison sur le fait que le droit est d'abord national. Alors, en France, il y a quand même aussi une grande partie de droit européen, mais c'est vrai que, en tout cas pour l'instant, au niveau spatial, ça reste un droit d'apanage national. Pour Space Avocat, notre activité, elle est mondiale parce qu'on a des clients en France, en Europe et à l'étranger. Alors après, ça peut être des clients extra-européens qui veulent par exemple s'installer en Europe et en France, mais on a aussi des clients français qui souhaitent s'aventurer dans d'autres juridictions, dans d'autres pays. Et pour ce faire, on a un réseau de confrères, d'avocats qui nous accompagnent au niveau mondial, et ça permet justement à nos clients d'avoir un seul interlocuteur qui est Space Avocat. Et enfin, dernière question, de quand date votre entreprise dans un premier temps, et si vous deviez vous projeter, disons, d'ici 5 ans, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir développé ou comment vous aimeriez avoir développé les activités de votre entreprise ? C'est une très bonne question parce que déjà aujourd'hui c'est intéressant que vous me posiez cette question maintenant parce que c'est les 3 ans du cabinet. Le cabinet a été fondé en mars 2021 et on fête cette semaine les 3 ans du cabinet. D'ici à 5 ans, on souhaite naturellement d'avoir suivi cette courbe de développement. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur spatial au niveau mondial et notamment au niveau français, il ne faut pas oublier que la France est une grande puissance spatiale avec d'autres pays européens, mais c'est quand même une puissance majeure. Et on accompagne du coup forcément ce développement-là et on est toujours émerveillé de voir le génie des inventeurs, des innovateurs qui sont nombreux dans ce secteur-là et qui font vivre aussi ce tissu industriel français et européen. On parle beaucoup à l'heure actuelle de redéveloppement industriel, de redémarrage industriel. Je pense que le spatial fait partie de ces fers de lance et j'espère que dans 5 ans, le spatial aura bien grandi encore et que le cabinet, par la même occasion, aura aussi grandi toujours avec la même constance qui est le service des clients et le développement du secteur. Merci beaucoup, Monsieur Isnard. Donc, fondateur de l'entreprise Space Advocates, qu'on peut retrouver justement donc site internet, réseaux sociaux au nom de Space Advocates, et donc ici à la Paris Space Week aujourd'hui, basé à Paris. Merci beaucoup pour cet échange. Bonjour Aurélie Bacquer, responsable France de AICO. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter de manière succincte les activités de votre entreprise ? Bonjour, donc chez AICO, donc déjà on est une entreprise italienne et française, donc on a deux entités et on fait de l'intelligence artificielle pour le secteur du spatial avec pour objectif d'amener plus d'autonomie à bord des satellites et à bord du segment sol. Ce qui est assez étonnant quand on connaît un petit peu le secteur spatial, c'est que vous agissez à la fois sur le segment sol et sur les satellites. Est-ce que l'expertise est commune ou est-ce que ce sont deux expertises différentes ? Alors ce sont deux expertises différentes, c'est la même base, l'utilisation de l'intelligence artificielle et le développement de logiciels. Mais c'est important de pouvoir garder le lien avec le segment sol parce que l'autonomie c'est quelque chose de nouveau et c'est important pour les acteurs de pouvoir garder un lien avec le segment sol sur cette approche de l'autonomie. Quels sont selon vous les apports majeurs de l'IA, de votre proposition d'IA en tout cas, dans ces activités spatiales ? Alors principalement l'IA va permettre à bord des satellites de faire de l'analyse en temps réel, va pouvoir permettre de traiter une grande quantité de données. Sur le segment sol, ça va permettre aussi de pouvoir détecter des anomalies qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'il y a ou qui demanderaient un temps infini à l'humain pour le traiter. Donc c'est vraiment un partenariat avec l'humain pour aller plus loin et optimiser les missions. Est-ce que votre proposition à l'heure actuelle peut s'adapter sur tout satellite, sur tout type de mission, que ce soit des orbites géostationnaires, héliosynchrones, polaires par exemple aussi, ou est-ce qu'il y a des limitations à l'heure actuelle ? Alors pour l'instant, on est plus focalisé sur les orbites basses, mais ce que l'on fait pourrait très bien être utilisé en géo ou sur des missions longue durée. On est mission agnostique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément à ce que fait la mission. On va optimiser
l'objectif de la mission, mais l'objectif en lui-même n'est pas ce qui nous importe en fait dans le traitement des données. Merci beaucoup Aurélie. Dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais si on veut suivre vos actualités, par quel biais on passe? Qu'est-ce qui est le plus simple pour savoir un petit peu, en savoir plus sur votre entreprise et connaître un petit peu vos prochains développements? Alors on a un site web qui est aicospace.com. On a également une page LinkedIn et une page Instagram que l'on nourrit régulièrement. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et j'espère à très bientôt. Bonjour Amaury Solignac, tu es donc CEO et fondateur de l'entreprise Orbital Views. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, succinctement résumer ce que vous faites? Bien sûr. Donc Orbital Views a été créé autour de mon activité d'indépendant il y a une dizaine d'années et je travaillais à l'époque avec les missions habitées déjà et avec les missions polaires en Antarctique et avec les missions sous-marines en SNLE avec la marine. Et je suis psychologue de formation et donc c'est sur les facteurs humains que je suis intervenu au début. Comment améliorer la sélection, comment faire la sélection aussi tout simplement du personnel et comment former le personnel, les équipages avant qu'ils partent et comment les ramener chez eux après et les accompagner une fois qu'ils sont rentrés. Donc j'ai commencé comme ça et un des premiers projets qui a lancé la boîte, c'était d'essayer de rendre la réalité virtuelle compatible avec la pesanteur. Et donc dans le cadre des vols paraboliques de Novespace, la filiale du CNES, j'ai proposé au CNES en fait, de faire de la R&D sur une plateforme fonctionnelle de réalité virtuelle en apesanteur. Et ça a entraîné la boîte dans son histoire après. On a commencé à faire de la 3D temps réel et c'est devenu notre activité quasi quotidienne. Et donc, dans le secteur spatial, on crée des images qui permettent d'expliquer au public ou à des clients comment fonctionne un système, un véhicule, et on le met en contexte en le montrant tel qu'il est pendant la mission. Donc dans l'espace, par exemple. Mais ça peut être aussi dans la rentrée atmosphérique, au décollage. Voilà. Et donc tu nous as parlé de réalité virtuelle, de visualisation 3D en réalité virtuelle, mais vous faites aussi des visuels 3D de représentation, on le voit sur la télé qui est derrière toi, aux médias audio ça ne se voit pas, mais de décollage par exemple, etc., de représenter une activité spatiale sans pour autant qu'on le passe après dans un casque de réalité virtuelle. Oui, tout à fait. On fait de l'imagerie 2D, de l'impression. Ça c'est un côté du spectre, le plus, le moins digital et le moins interactif. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a des applications très interactives, très immersives. Et entre les deux, il y a plein de choses. Et pour le côté immersif avec la réalité augmentée ou réalité virtuelle, quel est l'apport que ça peut donner pour des astronautes par exemple, mais pour d'autres personnels du spatial, d'avoir cet outil complémentaire? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça optimise ou augmente dans leur capacité ou dans leur formation par exemple? La réalité virtuelle, l'intérêt majeur, c'est que ça permet de se retrouver à l'endroit qui est représenté. Et pas seulement avec les yeux, avec le corps. Parce qu'on peut marcher dans l'endroit virtuel. Et quand on est dans un vaisseau, par exemple, un bon exemple de ça, c'est le cockpit d'Apollo 11, du LEM d'Apollo. Quand on est dans ce cockpit-là, quand on le voit en photographie, la plupart du temps, il y a un angle de vision, un champ visuel qui est élargi. Il y a un côté fisheye qui donne l'impression que c'est très grand, alors qu'en fait, c'est tout petit. Et le fait de se retrouver, on a travaillé un moment là-dessus, le fait de se retrouver en réalité virtuelle dans le cockpit du LEM, on se rend compte des dimensions. Et puis on voit que, ah oui, là en dessous, il y a la trappe par laquelle il sortait. Mais comment il sortait du coup? Et on se rend compte qu'il fallait faire toute une manœuvre pour pouvoir sortir. Donc ça, c'est des missions qui datent maintenant, qui ont 50 ans. Mais même les futurs cockpits, les futures cabines de stations spatiales comme Gateway sont évaluées avec de la réalité virtuelle parce que ça permet à des ergonomes de comprendre si on est raccord ou pas avec ce qu'il faudra pour des vols spatiaux. Tu as justement devancé ma question qui allait venir, mais on peut peut-être le développer plus. Est-ce que vos outils ou des outils comparables sont déjà utilisés dans le cadre de la formation des astronautes notamment, mais aussi dans le cadre du design préalable de cockpits spatiaux ou en tout cas d'environnements qui sont amenés à aller dans l'espace? Alors oui, en fait, la réalité virtuelle est utilisée par l'aéronautique et l'automobile depuis des décennies.
Et le spatial, à certains moments, l'a utilisé. Et là, ça s'intensifie parce qu'effectivement, ça permet de faire de la revue de maquettes sur des modèles 3D au moment de la conception ou au fur et à mesure de la conception. Ça permet de valider des étapes de conception et ça permet de se projeter dans l'usage. De la même manière qu'une maquette en bois permettait de le faire avec les voitures et les avions avant que la réalité virtuelle ne vienne les remplacer. Et pour d'éventuelles personnes qui seraient intéressées pour collaborer avec vous, déjà quel type de prestations on peut vous demander ou en tout cas auxquelles vous pouvez accéder et de quelle manière aussi on peut vous contacter et suivre vos actualités? Alors là où on est les plus actifs, c'est sur LinkedIn avec Orbital Views tout attaché. Notre site internet également permet de prendre contact avec nous et le type de prestation qu'on réalise le plus souvent, c'est la création de visuels esthétiques à partir de données techniques. Donc on va nous livrer par exemple une CAO d'un véhicule et on va le mettre en scène dans le contexte de la mission. Typiquement un véhicule, on va le mettre dans l'espace et à un endroit et à un moment qui correspond à sa mission. Donc on reste dans le réaliste, mais on va choisir des angles de caméra et des mises en scène qui permettent de valoriser le produit. Ça, c'est un des cas d'usage. Il y en a un autre qui est de faire comprendre à des personnes qui n'ont pas forcément un rôle technique de quoi il s'agit quand on parle d'un véhicule, par exemple. Et voilà. Donc ça, c'est notre activité de prestataire dans le secteur spatial. Et on a aussi une activité d'autoproduction où on produit des expériences pour le grand public. Donc j'en profite pour en parler. Notamment, on a développé une application en réalité virtuelle qui s'appelle Overview, qui permet de comprendre quelle est notre place dans l'univers en le vivant vraiment avec le corps. Donc on parle d'échelles qui sont tellement différentes quand on regarde la distance entre la Terre et la Lune, par exemple, ou entre la Terre et le Soleil, ou la Terre et Jupiter, etc., que et encore, je ne suis pas sorti du système solaire là. Quand on évoque toutes ces échelles-là, c'est parfois très dur de se les représenter et on part tout de suite dans des nombres qui perdent du sens, qui font perdre du sens plutôt que d'en donner, parce qu'on va commencer par dire alors ça c'est à 300 000 km, ça c'est à 1 milliard de kilomètres et ça c'est à 1000 trillions de kilomètres. Et très difficile de se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc Overview, c'est une application qui permet ça et de manière interactive. Un autre exemple, c'est nos simulateurs de gravité lunaire qui permettent de ressentir vraiment la pesanteur lunaire comme si on était sur la Lune. Et pour avoir vécu cette sensation-là dans l'avion parabolique du CNES, on a réussi à reproduire vraiment la sensation pour le grand public sans aller jusqu'à l'avion parabolique qui est un super contexte mais qui est réservé à un Happy Few quand même. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'invite tous les auditeurs et éventuels spectateurs à aller se renseigner sur vos activités et j'espère pouvoir échanger plus longuement avec vous très bientôt. Et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup, au revoir.